Et nous sommes de retour dans ce 18h15 avec Diane Lemoisson. Et Diane, c'est l'heure du Face à la Rédac. Nos deux invités ce soir, Philippe Brissot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes directeur de la mission archéologique TEL d'Ibgou. Christelle Desbordes, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes la directrice adjointe de cette mission archéologique. Vous organisez à Allonne une exposition photo qui a pour thème les fouilles archéologiques que vous avez menées sur ce site de TEL d'Ibgou. On va commencer par situer géographiquement pour nous et pour nos téléspectateurs. Vous le voyez sur la carte qui est diffusée. d'Ibgou, ça se trouve en Égypte, au nord-est du delta du Nil. Comment vous êtes tombé sur ce site ? Nous, ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille maintenant en Égypte, notamment dans cette région du nord-est du delta. Et donc, on avait l'habitude d'aller se balader pendant nos jours de congé sur ce site. Donc, c'est du hasard. Et on le voyait. Voilà. Vous le voyez ? On le voyait de loin. Et effectivement, quand on a commencé à se promener sur ce site qui fait quand même 70 hectares, on voyait émerger du sol déjà des choses fort intéressantes et qui nous ont vraiment donné envie d'aller travailler là-bas. Alors, ce qui est curieux, c'est que, à part en 2014, donc quand vous avez commencé à le fouiller, personne ne s'y était intéressé avant. Est-ce que ça, du coup, ça fait qu'il est particulièrement bien conservé ? Plutôt bien conservé, effectivement, mais disons que ce n'est pas les fouilles de prédécesseurs éventuels qui auraient pu le détruire, mais en fait, c'est son isolement dans une région qui n'était pas très, très affriolante qui a fait qu'il a été peu touché par rapport à d'autres sites et peu abîmé par des fouilleurs clandestins comme il a pu y en avoir dans les siècles passés. Alors c'est donc une ville qui est née au cours du premier millénaire avant notre ère et qui s'est développée sans discontinuer jusqu'au XIIe siècle après Jésus-Christ. Est-ce que donc du coup vous retrouvez des fragments de plusieurs époques ? Ah oui, tout à fait. Ouais, oui. Le site il s'élève à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer et sur 20 mètres, vous avez toute l'histoire de la ville. Qui est devant nous. Dans les niveaux les plus bas, on a les niveaux pharaoniques. Donc cette ville pharaonique qui d'ailleurs était inconnue jusqu'à notre première intervention en 2014. C'est-à-dire que le site était connu pour son histoire à l'époque musulmane, mais personne ne savait qu'il existait déjà à l'époque pharaonique. Et puis, dans les niveaux supérieurs, on a l'époque grecque, l'époque romaine, jusqu'à l'époque médiévale, où là, la ville était connue dans tout le Proche-Orient à l'époque pour sa production textile de luxe. Et donc là, vous avez les vestiges de cette ville qui sont presque intégralement conservés, je dirais. Et alors, à quoi est-ce qu'elle pouvait ressembler, cette ville ? Qui y vivait ? Est-ce que c'était des notables ? C'était des personnes, on l'a dit, donc l'industrie textile de luxe ? C'était des gens aisés qui y habitaient ? Pas forcément. Pas forcément, c'est pas parce que vous fabriquez... Je ne pense pas que les gens qui travaillent pour les grandes sociétés de luxe chez nous maintenant sont particulièrement des gens aisés. C'était des artisans. Et leur production, en revanche, vous savez, la production de tissus de qualité, comme c'était le cas, était en fait soumise au contrôle de l'État, au même titre que la production de monnaie. Donc ces gens étaient des artisans et ils avaient au-dessus d'eux, évidemment, une administration qui veillait au grain pour qu'ils n'écoulent pas de la marchandise de façon scandaleuse. Voilà. Alors comment est-ce qu'elle fonctionnait, cette ville ? Elle était très grande déjà, ce qu'on a pu voir, mais qu'est-ce qu'on y trouvait ? Faites-nous imaginer un petit peu cette ville. Alors, pour l'instant, on en est au début de nos recherches. Donc nous, on a fouillé un quartier de cette ville. On a trouvé un petit quartier par rapport à l'étendue du site. On a fouillé 3 maisons, pour tout dire pour l'instant. Mais cette ville, elle était constituée de quartiers d'habitation, comme toute ville, de bâtiments civils, On a trouvé aussi des citernes à eau, parce que cette ville, c'était une île à l'époque médiévale. Et cette île était parfois, selon les moments de l'année, entourée d'eau potable et souvent entourée d'eau saumâtre. Donc il fallait faire des réserves d'eau pour la population. Et après, elle avait tous les constituants d'une ville classique. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces trouvailles que vous avez fait jusqu'à présent ? Vous avez trouvé énormément de choses. Vous avez trouvé beaucoup de choses. En fait, il y a deux points qui sont vraiment assez exceptionnels. Tout d'abord, dans la ville médiévale, on est dans une région humide où d'habitude les matériaux organiques ne sont pas conservés. Et là, tout est conservé.
on a les objets en bois, on a les tissus, on a les portes des maisons, les volets. Enfin, voilà, tous ces objets-là du quotidien de ces gens. Et donc c'est assez formidable de pouvoir finalement rentrer de nouveau dans leur quotidien alors qu'ils ont vécu il y a plus de 1000 ans. Et puis le deuxième point, c'est quand même la découverte de la ville pharaonique, parce que ça c'était vraiment inconnu jusqu'ici. Et donc là, on a commencé à redécouvrir des blocs décorés, des inscriptions hiéroglyphiques, des statuettes funéraires, des quartiers d'habitation. Et ça, c'est pour un archéologue, on ne peut pas rêver mieux. Alors, quel est votre objectif en poursuivant les fouilles? Est-ce que vous cherchez finalement quelque chose en particulier? Vous voulez prouver quelque chose? Ou alors, vous faites un petit peu, voilà, on verra ce qu'on trouve. Prouver, en fait, on a déjà prouvé l'hypothèse que l'on avait émise au début, après nos balades sur le site, on s'était dit, là, il y a quelque chose. Et les quelques campagnes de fouilles que nous avons pu faire ont montré que cette hypothèse était valable. Donc l'hypothèse que c'était une grande ville. Que c'était une grande ville d'époque pharaonique. Une grande ville d'époque musulmane, ça, on le savait, on le sentait. Les textes arabes médiévaux en parlaient. Mais une grande ville pharaonique, ça, on ne le savait pas. Donc notre but, c'est effectivement de développer la connaissance de ces niveaux pharaoniques de façon à pouvoir nous rendre compte véritablement de ce qu'était la ville. La ville musulmane étant très bien conservée sur le dessus, on arrive à se faire une idée. Bon, puis il y avait des textes musulmans qui parlaient, il y avait des mosquées, il y avait des églises, il y avait des caravansérails, il y avait ci, il y avait ça. Bon, mais la ville pharaonique, là, pour l'instant, c'est le grand mystère. Mais ça, c'est ça qui est plaisant, c'est de rentrer dans le mystère et puis de le secouer un peu pour faire sortir les choses qu'il y a à trouver. Vous cherchez un temple aussi, ça serait bien de trouver un temple. Ça serait bien de trouver un temple. Et alors, il serait très profondément enfoui. Alors, ce temple, on a commencé à le rechercher en 2016. Donc, on a fait 2 campagnes déjà sur cette fouille. Et ce temple, si on regarde un petit peu comment est constitué le site, il est certainement entre moins 7 et moins 9 mètres sous la surface du sol. Voilà. Donc c'est des gros travaux et beaucoup de temps. Pas de travaux publics, pas de bulldozer pour enlever tout ça. Non. On imagine bien. Justement, une campagne de fouilles, ça dure combien de temps? Exactement. Alors, ça dépend de notre budget. Mais pour l'instant, nos campagnes effectives sur le terrain durent à peu près 1 mois par an. Et nous, on part à peu près 1 mois et demi, puisqu'il nous faut au départ installer les choses, préparer les choses, et puis à la fin, replier, rendre nos rapports de fouilles. Voilà. En sachant que vous avez déjà fait donc 4 campagnes, pour l'instant, vous avez ramené déjà des choses incroyables. Et est-ce que du coup la situation de l'Égypte, la situation géopolitique, ça vous a dérangé? Est-ce que du coup ça a été plus difficile? Nullement. À l'heure actuelle, nullement. Nous, on n'a pas vu de... Aucun frein. On a Vous pas travaillez avec des locaux sur place. Oui, tout à fait. Ouais. Quelque part, je dirais que les autorités administratives sont tellement contentes qu'il y ait des gens qui continuent à venir et qui continuent à travailler sans être terrorisés à l'idée de repartir avec leur tête sous le bras. Finalement, les choses se passent vraiment très bien. Alors, vous présentez une exposition à Allonne en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez montrer à travers cette exposition photo? Alors oui, c'est une exposition avec une trentaine de photographies qui ont été prises au cours du chantier. Et ce qu'on veut montrer, c'est montrer aux visiteurs nos principales découvertes, comment fonctionne un chantier de fouilles, mettre l'accent aussi sur notre équipe, parce que c'est grâce à elle qu'on découvre toutes ces belles choses. Voilà. Et donc vous voulez mettre en avant, vous l'avez dit, cette équipe qui travaille dans le monde. Finalement, ils sont jamais reconnus, ces gens-là. C'est aussi la façon pour vous de dire ils travaillent comme ça, de montrer ce qui est fait. C'est vrai que c'est un peu nous les représentants de la mission et de notre travail pendant tout le reste de l'année, mais au final on est quand même une grosse équipe et de Français et d'Égyptiens, et effectivement c'est vraiment un travail d'équipe. On oublie souvent, dans les grandes découvertes qui peuvent être faites en Égypte, que certes, il y a les étrangers qui ont fait la découverte, mais il y a aussi les Égyptiens qui étaient là. Et l'histoire a tendance un peu à les gommer. Donc c'est pour ça que cette expo est quand même là pour dire aux gens, attention, nous sommes en Égypte et nous travaillons avec des Égyptiens.
Alors c'est aussi l'occasion de montrer ce que vous faites. Vous n'agissez que par des financements privés, des financements participatifs. Voilà, c'est ça. On est uniquement financé par des fonds privés. Alors, on a une association, donc on a tous nos adhérents qui contribuent au financement de la fouille. Et puis, une fois par an, au printemps, on met en place une grosse opération de financement participatif. Et là, ça permet à chacun de participer concrètement au chantier, finalement. Et notamment, on a une de nos contreparties qui est de tenir au courant les participants de l'évolution du chantier. Donc tous les 2-3 jours, vous recevez des nouvelles du chantier avec des photos. Voilà, vous savez quelles découvertes ont été faites grâce à vous. Et vous estimez à combien de temps finalement, dans combien de temps est-ce que vous pensez pouvoir faire, alors sans faire le tour bien sûr du chantier, mais avoir une idée assez bonne finalement de ce qu'il y avait à cet endroit? Combien d'années? Combien de décennies? Mystère. Il y a encore beaucoup d'années de travail. On rappelle la date, heure et lieu évidemment de cette exposition du 17 au 11 mars au Céram Pierre Thérouanne, situé au 27 bis rue Gounod. Alon, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Vous viendrez évidemment pour nous présenter l'avancée de ces travaux. Avec grand plaisir. J'espère bien. Merci en tout cas à vous et c'était passionnant évidemment ce Face à la Rédac. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac. 18h15 cette semaine sur LMTV avec le Festival des vins et de la gastronomie de Lénier-Saint-Gervais en Belin.